Bonjour à tous et toutes, à ceux qui êtes ici avec nous et ceux qui êtes connectés sur Zoom. C'est un grand plaisir de participer aujourd'hui à cette belle journée, ce bel après-midi. Mon exposé, je pense, va s'inscrire parfaitement dans la continuité de tout ce qui a été dit jusque-là. Je vais reprendre certains des éléments et j'ai la chance d'arriver après des exposés très intéressants sur notamment des compétences de langage oral, des compétences sociales, etc., pour vous parler de l'apprentissage de la lecture. Et je vais commencer, je pense, par un constat qui est un petit peu déprimant, mais j'espère vous donner une lueur d'espoir vers la fin de l'exposé avec des propositions de remédiation. Alors, la lecture, on le sait malheureusement, c'est quelque chose qui est caractérisé par des inégalités majeures, et donc je montre exactement comme ça a été cité quelques secondes avant moi, les résultats de l'étude PISA, donc en l'occurrence cette grande étude que vous connaissez sans doute tous, qui évalue des adolescents de 15 ans dans différentes compétences scolaires dans différents pays. Et pour ce qui est des performances de lecture, on relève qu'il existe malheureusement de grandes différences dans les performances moyennes que montrent en lecture des adolescents de 15 ans au travers de différents pays. Donc non seulement il existe des différences au travers de différents pays, mais il existe aussi des différences au sein de certains pays. Et dans ce sens-là, la France est malheureusement une très mauvaise élève, puisque une partie de la variabilité des scores de lecture est expliquée par le niveau socio-économique des familles dont sont issus les adolescents. Alors évidemment, c'est un problème majeur. On peut s'interroger sur le fait que ces résultats représentent finalement une photographie des compétences des adolescents à un moment, mais on peut s'interroger sur la dynamique et sur l'émergence donc de ce résultat, et on peut essayer d'aller un peu au-delà du résultat simple et donc de la seule photographie que nous apportent les résultats de PISA, et essayer de voir qu'est-ce qu'on obtient si on prend plusieurs photographies au lieu d'une seule. Et donc, c'est ce qui a été réalisé par les auteurs de cette étude, donc Von Hippel et collaborateurs en 2018, qui, aux États-Unis, ont suivi une cohorte d'enfants, une grande cohorte d'enfants, à différents moments du CP et du CE1, et ont ainsi montré qu'en fait, lorsqu'on regarde les scores de lecture et qu'on compare ces scores entre groupes de différents niveaux socio-économiques, finalement, on constate une certaine stabilité. Donc, les compétences à l'entrée au CP, finalement, sont maintenues un peu telles quelles lorsqu'on compare ces groupes au travers du CP et jusqu'à la fin du CE1. Alors, vous le savez, la lecture est importante en soi, et je suis bien placée pour le dire puisque c'est quelque chose que j'étudie depuis des années, mais la lecture, elle est aussi très importante pour les apprentissages ultérieurs. On considère que c'est la colonne vertébrale des apprentissages scolaires, et donc cet ensemble de photographies au début de la scolarité nous montre qu'il y a une certaine stabilité des scores, mais évidemment, ça... disons, ce qui est aussi possible et ce qui est constaté dans un certain nombre d'études, c'est que finalement, ces écarts se creusent au cours du temps, puisque justement, il faut pouvoir lire pour apprendre. Et donc, c'est particulièrement important de pouvoir bien enseigner la lecture. Alors, on a en France ce problème d'inégalité sociale assez fort. On met également les enfants face à une tâche qui est particulièrement difficile. Pourquoi ? Parce qu'on le sait, l'orthographe française est douée de grandes irrégularités. Alors, on peut faire pire, il y a l'anglais, qui est toujours là comme un phare pour nous montrer qu'on peut quand même faire pire. Mais néanmoins, on voit que lorsqu'on compare des enfants en fin de CP sur différentes compétences, dont ce que je vous montre ici, le pourcentage d'erreurs de lecture en fin de CP, on voit qu'il y a une plus grande proportion d'erreurs en fin de CP chez des enfants français par rapport, par exemple, à des enfants locuteurs du finnois, qui est une langue extrêmement transparente. Et de même, on constate que pour ce qui est de la vitesse de lecture en fin de CP, les enfants français ou francophones mettent plus de temps à décoder des items, donc des mots ou des non-mots, des mots inventés, par rapport à leurs collègues donc finlandais, néerlandais, etc. Donc on les met face à une tâche qui est particulièrement difficile, et je pense qu'il est aussi important de souligner qu'on met aussi les enseignants et les enseignantes face à une tâche particulièrement difficile au sein du système scolaire.
Alors on peut se demander d'où viennent les inégalités qu'on constate, et évidemment je ne vais pas apporter de réponse aujourd'hui puisque c'est une question extrêmement complexe et on a eu un éclairage très intéressant par Sébastien Goudot avant moi sur la part d'inégalités sociales et leur rôle dans l'émergence de certaines inégalités scolaires. En tout cas, ce que je peux vous dire, ce que je peux apporter pour donner un éclairage cognitif à ces différences et donc apporter une petite pierre à l'édifice de la compréhension de l'origine de ces inégalités, c'est qu'il y a plusieurs sources qui ont été identifiées jusqu'à présent. Une de ces sources, c'est le temps qui est consacré à l'apprentissage de la lecture, ici, à la première étape de l'apprentissage de la lecture, qui est l'apprentissage du décodage. Évidemment, ce n'est pas la fin ultime de la lecture. Ce qu'on veut, c'est que les enfants et les adolescents sachent extraire du sens de ce qu'ils lisent, mais néanmoins, pour ce faire, une des étapes fondamentales, c'est justement de savoir décoder. Or, tous les enfants, grosso modo, qui sont scolarisés en CP dans une même classe, vont recevoir le même temps dédié au décodage et au travail sur le code alphabétique, etc. Néanmoins, certains de ces enfants vont avoir besoin de plus de temps pour parcourir chacune des étapes fondamentales pour arriver à maîtriser le code. Il a été évalué donc, par Bruno Suchot et collaborateurs que pour des enfants qui présentent certaines difficultés en CP, on aurait besoin de 30 à 35 heures de temps individuel avec l'enfant pour que celui-ci maîtrise réellement le décodage. Or, on ne propose pas réellement à tous ces enfants 30 à 35 heures de temps individuel, puisque déjà le temps individuel en classe, c'est quelque chose de très rare et d'extrêmement précieux. Et donc, évidemment, il y a des inégalités qui vont émerger de ce point de vue-là, puisque certains enfants vont se contenter, entre guillemets, du temps qui leur est imparti et proposé en classe, alors que d'autres auraient besoin d'un temps supplémentaire et que, de fait, ils ne l'ont pas. Ça, c'est une source possible de variabilité, donc le temps dédié au code et à la lecture. Évidemment, il y a d'autres facteurs en jeu, et la lecture, de fait, c'est une compétence complexe qui repose sur de multiples facteurs cognitifs. Donc, vous avez plusieurs compétences qui sont sollicitées lors de l'apprentissage de la lecture. Vous avez des compétences qui sont très spécifiques. Ça a été évoqué avant moi, donc, par exemple, la conscience phonémique, le fait de savoir représenter, manipuler des sous-unités du langage oral. C'est quelque chose qui va être extrêmement important pour apprendre à lire. Vous avez donc des compétences spécifiques proches du langage oral, mais également des compétences plus générales, comme par exemple, c'est ce que j'indique en bas à gauche, des compétences de fonction exécutive telles que la mémoire de travail qui va permettre de maintenir en mémoire des informations alors qu'on les manipule. Alors je ne vais pas passer en revue tous les facteurs qui sont en jeu dans la lecture. L'idée ici, c'est vraiment juste de vous faire comprendre que celle-ci repose sur une multitude de compétences cognitives et donc, pour chaque individu, vous pouvez avoir une mosaïque de forces et de faiblesses cognitives qui va être différente. Et chaque enfant, de fait, va avoir certaines capacités dans lesquelles il va être un peu meilleur ou un peu plus faible. Et ça va être tout le défi que va constituer ensuite le fait de mettre en place des interventions, repose justement sur le fait que peut-être, pour ces enfants, la manière d'intervenir ne sera pas exactement la même, étant donné leur mosaïque de forces et de faiblesses cognitives. Et là, j'anticipe un peu sur ce que je vais dire plus tard. Donc, je vais vous amener vers ce constat. Donc, une étude qui a été réalisée récemment dans un groupe particulier qui est un groupe de faibles lecteurs. Donc ici, on s'intéresse à des enfants qui, attention, ne souffrent pas de dyslexie développementale, donc ils ont des difficultés de lecture qui sont moins sévères par rapport à des enfants dyslexiques, mais néanmoins, ils présentent un retard de lecture, des difficultés de lecture. La question que se sont posées les auteurs de cette étude, c'est quelles sont les sources cognitives de cette faiblesse en lecture ? Et une hypothèse qu'on aurait pu formuler, c'est que tous ces enfants présentent, grosso modo, des compétences faibles dans un domaine donné. Donc on pourrait imaginer ce schéma avec toute la population que j'ai représentée par des petits bonhommes bordeaux. On pourrait les imaginer tous, par exemple, dans le cercle bleu. Ça voudrait dire que tous ces enfants souffrent de difficultés dans la manipulation des sons du langage. Or, vous le voyez derrière moi, c'est absolument clair.
Cette distribution n'est pas concentrée à l'intérieur d'un des cercles, mais elle est distribuée. Donc ça souligne le fait que vous avez un certain nombre d'enfants qui ont effectivement des difficultés à manipuler les sons du langage, mais d'autres qui ont des déficits ou des difficultés en attention visuelle, et d'autres encore en dénomination verbale. Donc on voit que cette hétérogénéité qu'on a évoquée tout à l'heure en termes de mosaïque de différentes compétences, elle est effectivement observée dans le cadre de ces études, même dans une population qu'on a sélectionnée, qui est une population donc faible lectrice. Donc pour aller plus loin avec ce genre d'études, au laboratoire, on mène actuellement une étude large dans laquelle on s'intéresse au profil cognitif d'enfants faibles lecteurs issus de milieux socio-économiques défavorisés, puisque malheureusement on sait, et ça découle de ce que je vous ai montré au début de mon exposé, qu'il y a une surreprésentation de faibles lecteurs en milieux socio-économiques défavorisés. L'idée étant, sur la base donc de différentes compétences cognitives, de dresser des profils et des sous-profils cognitifs. Donc on va avoir une partie de la population qui seront par exemple plus compétents en langage oral ou en fonction exécutive. Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que ça va nous permettre, d'une part, de mieux comprendre quelles sont les briques essentielles pour apprendre à lire, quels sont les chemins que peut prendre un enfant et sur quelles compétences il peut ou doit s'appuyer pour pouvoir apprendre à lire. D'une part, ça, c'est quelque chose qui a une portée, je pense, de recherche fondamentale qui est importante. D'un autre côté, c'est également très important pour pouvoir proposer des solutions individualisées. Et donc, dans ce contexte, ce qu'il faudrait mettre en place, ce sont des stratégies de remédiation personnalisées qui seraient donc adaptées aux besoins de chaque enfant, donc qui s'appuieraient sur, encore une fois, cette fameuse mosaïque que j'évoquais tout à l'heure. Alors idéalement, si on raisonne dans l'idéal, il faudrait aussi que ces systèmes de remédiation ils soient ludiques et motivants, puisqu'on sait que les enfants, donc, lorsqu'ils sont motivés, engagés dans une tâche, eh bien, ils réussissent beaucoup mieux, ils investissent aussi beaucoup plus d'énergie et d'efforts. Il faudrait que ces stratégies ne requièrent pas trop de temps en individuel avec l'enseignant, puisqu'on sait que ce temps est extrêmement précieux, que c'est une ressource très coûteuse. Et enfin, potentiellement qu'il n'engage pas nécessairement du temps scolaire, puisqu'on l'a vu, ce temps scolaire il est extrêmement limité. Alors, il existe plusieurs solutions possibles. Celle que je vais évoquer aujourd'hui, c'est la solution d'utiliser des outils numériques. Et je tiens à souligner que je ne suis pas en train de vous proposer d'utiliser n'importe quel outil numérique et n'importe quelle application, sinon ça se saurait. Je veux dire, s'il suffisait d'utiliser n'importe quelle application, je pense qu'on ne serait même pas ici en train de discuter aujourd'hui. L'idée, c'est de vous présenter deux applications particulières qui reposent sur certains principes que j'évoquerai à la fin de ma présentation. Alors, premier exemple, c'est une application qui entraîne les correspondances graphème-phonème, donc un des processus qui sont impliqués au début de l'apprentissage de la lecture et qui sont fondamentaux pour tout ce qui va venir ensuite. Cette application, donc GraphoLearn, elle a été développée dans différentes langues. Elle est née en Finlande et puis maintenant elle a été proposée dans différents pays européens. Il y a aussi des études qui sont menées en Afrique en utilisant donc ce type de logiciel. L'idée, c'est tout simplement de présenter des sons de plus en plus complexes à l'enfant, donc ça peut être des phonèmes au début, et puis on en arrive à des mots, à des phrases, etc., et de guider l'enfant dans le choix de la bonne orthographe. L'étude Princeps, ou une des études Princeps sur cette application, c'est donc une étude finlandaise, vous vous en doutez, puisque l'application a été développée tout d'abord en Finlande. Et donc ici, ce qui a été évalué, c'est l'impact de l'utilisation de cette application dans un contexte dans lequel il y avait une difficulté émergente en lecture, c'est-à-dire les auteurs ont sélectionné des enfants de CP qui présentaient des difficultés dans l'apprentissage de la lecture. Ici aussi, ce sont des difficultés pas forcément très sévères. Toujours est-il que ce qu'ils ont proposé aux enfants, à ces enfants en difficulté, c'est soit ce qui est fait typiquement en Finlande, et donc je ne rentrerai pas dans le détail puisque ça va bien au-delà de l'intérêt de cette journée, mais en tout cas, pour vous donner quelques éléments, ce sont des travaux en petits groupes sur le code, etc. Donc soit les enfants étaient alloués à ce groupe-là, soit ils faisaient la même chose, mais on leur proposait aussi un petit entraînement avec GraphoLearn. Et donc ce qui est observé, et c'est assez impressionnant je pense, c'est que
au bout de cet entraînement qui avait lieu au cours du CP. Et ce que vous voyez ici, ce sont les données donc à la fin du CP et à la fin du CE1. En fait, à la fin du CE1, le groupe qui avait joué à GraphoLearn ne peut plus être distingué, n'est plus différent des enfants contrôle, donc de ceux qui réussissaient normalement à apprendre à lire dans les mêmes écoles que ceux qui avaient été sélectionnés comme étant faibles lecteurs. Donc ça a gommé les difficultés de ces enfants-là. Alors ici, dans ce type d'exemple, on travaille, vous l'aurez compris, sur des compétences qui sont extrêmement spécifiques. On entraîne les correspondances graphème-phonème, on est au plus près de la lecture. Ce n'est pas la seule solution possible, et c'est la raison pour laquelle je vous présente un deuxième exemple, qui concerne donc un jeu vidéo. C'est un jeu vidéo sur lequel nous travaillons actuellement avec d'autres membres du laboratoire. Et en fait, le fait qu'il s'agisse d'un jeu vidéo n'est pas un hasard, parce que c'est donc, vous vous en doutez, un support très apprécié des enfants. La caractéristique de ce jeu, c'est qu'il entraîne des compétences de plus haut niveau par rapport à ce qui peut être sollicité par GraphoLearn, et notamment, c'est un entraînement des fonctions exécutives qui prend la forme d'un jeu vidéo dans lequel vous avez plusieurs mini-jeux qui vont aller solliciter différentes composantes donc, et différentes fonctions cognitives. L'avantage de cette structure, c'est qu'on va pouvoir jouer sur le temps passé dans un certain mini-jeu, la manière dont la difficulté s'accroît pour un mini-jeu versus un autre, afin de pouvoir individualiser l'entraînement. Donc vous imaginez bien qu'un enfant qui a de grosses difficultés, ou en tout cas des difficultés plus importantes en mémoire de travail, passera plus de temps dans les mini-jeux, et il y en aura plusieurs, donc il ne s'ennuiera pas, qui entraînent ce type de fonction cognitive. Les résultats donc, sur une population francophone sont en cours d'acquisition, mais ce qu'on voit déjà, et j'espère que l'article sera publié bientôt, sur une population italienne, c'est qu'on a des bénéfices qui sont observés non seulement sur les fonctions de haut niveau entraînées, donc on a des bénéfices importants en termes d'attention visuelle, de planification, etc., mais aussi, et c'est ça qui est intéressant, un transfert sur la vitesse et la précision de lecture. Donc c'est un outil très prometteur et j'espère que dans une prochaine journée, je pourrai vous en dire plus sur les enfants francophones aussi. Donc pour conclure, la direction dans laquelle je suggère qu'on aille, et je ne suis pas la seule évidemment, c'est celle d'une éducation individualisée, personnalisée. Je pense qu'on a là une grande opportunité qui a un potentiel important pour les enfants au développement typique, puisqu'on peut proposer ces outils à des enfants qui apprennent à lire normalement. Évidemment, pour les faibles lecteurs dont je vous ai parlé, et y compris issus de milieux socio-économiques variés, et pour les enfants qui souffrent de troubles des apprentissages. Alors, je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure, le design va être important de ce type d'outils, mais évidemment, le contenu aussi. Et encore une fois, je ne propose pas l'utilisation de n'importe quel outil numérique pour tous. L'idée, c'est vraiment de se baser sur des connaissances issues des neurosciences cognitives pour construire ces jeux ou ces outils numériques et y mettre les ingrédients essentiels pour l'apprentissage et particulièrement l'apprentissage de la lecture. Et donc, il faut qu'on fasse un effort de développement et d'évaluation de ces outils via, évidemment, des protocoles scientifiques rigoureux, afin, j'espère, un jour, de pouvoir façonner pour chacun le meilleur parcours possible de manière individualisée. Merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup, Irène. Alors, on a déjà une question. On parle de décodage et donc du code. Le code est lié au symbole et donc à la symbolisation. Pourquoi ne pas parler du travail indispensable en maternelle pour développer la symbolisation, le faire semblant, les tracés dessins ou autres, et donc permettre aux enfants d'avoir accès d'abord à la symbolisation pour ensuite leur permettre d'avoir accès au code. La maternelle n'est-il pas le terrain incontournable pour préparer cet accès au code, avant que les difficultés n'arrivent ? Absolument, je suis totalement d'accord. Je pense qu'on l'a tous dit de manière diverse et variée, mais finalement la maternelle est très importante. C'est vrai que c'est un grand terrain de préparation à l'entrée à la lecture, et donc le fait de familiariser l'enfant aux lettres, par exemple, on sait que c'est extrêmement important pour qu'il entre de manière performante dans les lectures ensuite. Donc oui, par le biais de différentes activités, on peut entraîner l'enfant dans ce sens, et je pense que ça peut qu'être bénéfique, de fait.
Alors, une question autour de GraphoLearn qui aurait été testé largement en France par Ziegler dans le cadre du projet IFRAN. Et les résultats ne montrent pas d'amélioration pour le groupe Grapho. Peut-on donc vraiment généraliser les résultats Princeps en Finlande à la France? Alors, c'est une excellente question. En fait, le problème, c'est qu'il existe plusieurs sous-versions de GraphoLearn. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques parce que ce n'est pas très intéressant, je pense. Mais de fait, on s'est, dans les différentes langues, parfois un peu éloigné de la version finlandaise initiale. Et je pense qu'il y a un vrai travail de collaboration et d'unification à faire. Après, il y a peut-être aussi des spécificités de chaque langue. C'est effectivement un entraînement qui est très proche du décodage. Et donc, c'est le lieu dans lequel on peut avoir l'émergence de différences d'une langue à l'autre. Alors, je pense que ça pose de véritables questions. Quelle est la meilleure manière d'entraîner des enfants dans une langue qui est très transparente, donc dans laquelle finalement c'est vraiment la vitesse de lecture qui va poser problème, versus une langue dans laquelle finalement c'est les correspondances elles-mêmes qui sont difficiles à acquérir. Je pense que ça soulève des questions très intéressantes, donc ce n'est pas une bonne raison de s'arrêter là, je dirais. Le choix de la méthode de lecture peut-il influencer la réduction de ces inégalités? Alors, dans une certaine mesure, oui. C'est sûr qu'on sait aujourd'hui qu'il faut rentrer dans le décodage en enseignant le code en lui-même et l'ensemble des correspondances graphème-phonème. C'est la manière la plus efficace de rentrer dans l'écrit. Je pense que de ce point de vue-là, les données sont assez claires. Après, la question est subtile parce que finalement, c'est peut-être la meilleure manière d'apprendre à lire. Est-ce que c'est la meilleure manière de gérer les inégalités? Personnellement, je pense qu'on n'en sait pas encore pour pouvoir répondre à cette question. Et puis, de toute manière, je pense qu'il faut plusieurs types de stratégies différentes pour pouvoir répondre à ce genre de questionnement. On te demande aussi si ces jeux vidéo sont adaptés pour des lycéens. Pas pour l'instant. Dans l'absolu, je pense que tous les principes que j'ai évoqués lors de ma présentation s'appliquent pour tous les âges, en fait, potentiellement. Mais en tout cas, si la question était est-ce que le jeu en particulier que j'ai montré sur l'entraînement des fonctions exécutives est adapté au lycée, je dirais pas encore. Alors moi, j'en profite pour te poser une question. Est-ce que vous avez des données? Tu as montré qu'il y avait différents profils dans les difficultés de lecture. Finalement, avec le jeu Skies of Manawak, est-ce que tu améliores les performances sur la population italienne, indépendamment du type de difficulté? Alors, c'est une question à laquelle on va répondre, je pense, par étapes. On n'a pas encore la réponse maintenant. Une des clés pour répondre à cette question, c'est d'analyser ce qui se passe à l'intérieur du jeu. Enfin, pendant que les enfants jouent, quels sont les leviers importants? C'est-à-dire le fait qu'ils s'améliorent dans une certaine compétence parce qu'ils ont beaucoup joué à ce jeu-là et se sont améliorés dans le jeu. Est-ce que ça transfère aussi à des tâches en dehors du jeu? C'est une question qui va nous demander en fait encore beaucoup de travail parce que d'analyser les données de jeu, c'est compliqué. Et ensuite, la question qui va se poser aussi, c'est qu'est-ce qu'on propose aux différents profils? Donc ça demande d'identifier ces différents profils et ça, on est vraiment en train de le faire maintenant. Donc je pense qu'il y a encore du travail pendant plusieurs années. Vous parlez d'une étude finlandaise, mais c'est une langue très régulière. Qu'en est-il pour la langue française? L'apprentissage du décodage n'est pas forcément le seul entraînement. Oui, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement. Beaucoup d'outils de remédiation sont proposés sous forme numérique. Ne pensez-vous pas que cela puisse poser problème, connaissant les problèmes que rencontrent les jeunes et les parents à se détacher des écrans? Alors, c'est une question récurrente, je dirais. Je pense qu'il y a certaines caractéristiques qui sont très importantes. L'idée, c'est vraiment pas de laisser l'enfant, l'adolescent tout seul devant son écran à faire va travailler ta lecture en t'entraînant avec ce jeu. C'est pas l'idée du tout. Et donc l'idée en fait, c'est que ce soit en contexte scolaire ou pas, il faut qu'il y ait un accompagnement et une interaction avec l'adulte. Et c'est cette interaction qui est particulièrement importante. Donc, certes, ça peut soulever des interrogations par rapport aux écrans, mais je pense qu'il faut être très clair. S'il y a une portée bénéfique de ces jeux-là, il faut accompagner les enfants, mais il n'y a pas de raison de s'en priver, à mon sens. Voilà, je dirais que c'est important de les utiliser. On va prendre une question dans la salle. J'ai vu qu'il y avait une main levée, donc je vais me déplacer comme tout à l'heure et prendre une question de la salle.
Donc comme tout à l'heure, je tends le micro, Pascal. Deux questions. D'une part, donc Graphogame ne semble pas avoir d'excellents résultats. Calulu a, semble-t-il, des résultats, selon une étude qui vient d'être en préprint, tout à fait décevants, puisque les résultats sont bons immédiatement, mais s'effacent très vite. En quoi GraphoLearn pourrait être meilleur, ou Skies of Manahuac? Deuxièmement, je suis toujours surpris de la comparaison entre le français et l'anglais qui serait plus difficile que le français. Enfin, il serait plus difficile d'apprendre à lire en anglais qu'en français, alors qu'en anglais, au moins si on parle de petites phrases simples qui permettent d'entrer dans la lecture, on a des mots dont toutes les lettres se prononcent, des mots dont les lettres correspondent au bruit qu'elles font quand les enfants apprennent les noms des lettres. Enfin, il est beaucoup plus facile d'apprendre à lire dog que chien. Enfin, apprendre à lire, à faire le lien entre le graphème, le son et l'animal. Il est plus facile d'apprendre à lire ou à écrire Hello, I'm Peter, I'm 6, I'm a boy, ou I'm Nancy, I'm a girl, que je m'appelle Pierre, j'ai 6 ans, etc. On voit tout de suite les difficultés immenses en français. Donc moi, d'une part, je m'inscris en faux contre cette affirmation que je trouve souvent chez Liliane Spranger-Charol, que l'anglais est plus opaque que le français. Ce n'est pas vrai en début de lecture. Et deuxièmement, après, c'est vrai qu'il peut y avoir des difficultés plus grandes dans la suite de l'apprentissage. Mais au niveau CP, CE1, je suis très surpris de l'échelle que vous avez montrée. Alors, je pense que ça rentre dans des débats un peu techniques, mais sur la diapositive que j'ai montrée, un indice qui est mesuré, c'est le degré d'entropie, on peut dire, c'est-à-dire l'incertitude face à un graphème donné ou à une lettre. Étant donné le contexte, combien j'ai de voisins possibles pour le prononcer, c'est-à-dire combien il y a de manières différentes de prononcer cette lettre isolée ou ce graphème selon le contexte. Et c'est ça qui était représenté donc dans la diapositive, et de ce point de vue-là, c'est vrai qu'il y a plus d'ambiguïté en anglais qu'en français. Après, c'est vrai que les données que j'ai montrées, et ce n'est pas les seules, elles sont assez claires sur le fait que les enfants ont du mal à apprendre à lire, même dans les premières phases de l'apprentissage de la lecture, en anglais. Donc ça pose une véritable question. Si ça n'est pas que une question de transparence ou d'opacité, quels sont les autres facteurs en jeu ? Est-ce qu'il y a des implications des systèmes scolaires, le moment dans lequel on rentre dans la lecture et la manière, etc. Bon, je pense que ça sort un petit peu du cadre des questions qu'on peut se poser aujourd'hui, mais en tout cas, bon, je pense que d'un point de vue, le message principal de ma diapositive, c'était vraiment juste au-delà de ce qui se passe en anglais, et peut-être même peu importe, ce qui est important, c'est qu'on n'est pas du tout dans un système transparent en français. Et donc, c'est vrai qu'on demande beaucoup à nos enfants. Encore une fois, peu importe ce qui se passe en anglais, on leur demande beaucoup, un point c'est tout. Et donc, on peut s'interroger sur la difficulté de la tâche en elle-même et donc le fait d'aider les enfants dans cette tâche difficile. C'est tout. Pour répondre à votre autre question, donc, oui, je suis d'accord, GraphoLearn, encore une fois, n'est pas parfait, on est bien d'accord. Donc en français, les résultats sont décevants, en fait, quand on regarde les publications. Donc, de même pour Calulu, je pense que ce que ça souligne, d'une part, c'est que c'est très important qu'on considère les effets à long terme. Enfin, long terme, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas à moyen terme. Il y a certains effets qui émergent assez tard. Et c'est une des choses qu'on a observées donc, dans notre étude sur Skies of Manahuac, c'est qu'on a des effets donc, vraiment qui transfèrent aux performances scolaires, mais qui n'émergent que 18 mois après l'entraînement. Et c'est quelque chose qui est connu dans la littérature sur l'apprentissage. Il y a certains effets qui mettent beaucoup de temps à émerger, puisqu'il faut que l'entraînement, de fait, en cascade, influence différentes compétences, etc. Et ça amène la réponse à votre autre question, donc quel pourrait être le bénéfice spécifique
de Skies of Manahuac par rapport à ces solutions qui finalement sont un peu décevantes pour le français, et je suis d'accord avec vous. La grande différence, c'est que Skies of Manahuac entraîne des compétences de haut niveau, agencées d'une manière qui transfère à d'autres compétences, notamment la lecture. Et un des facteurs importants dans ce jeu, c'est peut-être le fait qu'il propose différentes activités centrées autour d'une activité qui entraîne l'attention visuelle en particulier. Et peut-être c'est le concours donc, de ces entraînements cumulés qui fait qu'on a des bénéfices qui transfèrent à différents domaines. Voilà. On va avoir le temps pour une dernière question, mais il va falloir que tu sois très rapide. Merci pour votre exposé, vraiment intéressant. Je me faisais juste une observation pour avoir vécu quelques années en Hongrie, donc avoir appris une langue finno-ougrienne, une langue agglutinante, comme le basque et le finnois. Je pense qu'il y a quelquefois le finnois est également une langue finno-ougrienne, par définition. Je pense que engager une comparaison entre le finnois et le français, l'anglais et d'autres langues, enfin globalement langue slave, langue latine et langue finno-ougrienne, c'est un peu risqué parce que le mécanisme de raisonnement et de construction syntaxique de la phrase qui correspond à la construction même du langage dans les langues agglutinantes n'a rien à voir avec les langues latines. Donc il y a une petite sensibilité là-dessus. Je pense que vous y avez travaillé, mais il faut la noter. Et puis la deuxième observation, mais là c'est une question d'ancien psychologue, toujours peut-être, et enseignant. Et si ce n'était pas la méthode, le sujet ? Et si finalement, en se penchant davantage sur la construction des fonctions exécutives, on touchait du doigt ce qui réellement peut être incitatif dans l'apprentissage et la performance scolaire au sens large du terme, et notamment en lecture. Mais c'est une question, je n'en ai pas la réponse. Par rapport à ce que vous disiez sur les langues agglutinantes, etc., encore une fois, ici, l'intérêt, c'était vraiment juste de montrer la difficulté d'avoir une orthographe opaque. Et on peut rester dans le contexte des langues latines et comparer le français à l'italien. Et là aussi, on observe que les temps d'apprentissage de la lecture sont très différents en CP. Donc, encore une fois, même, je suis d'accord avec vous, il y a certaines variables qui sont à contrôler et dont il est important qu'on tienne compte. Mais même dans le contexte des langues latines, finalement, on se rend compte que la transparence joue un rôle. Donc voilà, c'est un constat qui reste le même, je pense. Et puis, pour les fonctions exécutives, je pense que c'est très intéressant comme question à se poser. Et on a l'espoir qu'en fait, en travaillant sur les fonctions exécutives, on comprenne aussi mieux quel est leur rôle dans la lecture. Ça fait partie des choses qu'on creuse dans le contexte des études que j'ai évoquées. Merci beaucoup. Merci Irène, à tous. merci, on va t'applaudir.